Alors, on commence par quelque chose qui n'a rien Alors, on démarre. à voir, c'est une description de Sanji qui ravira ses plus grands fans ou relancera peut-être d'interminables débats de puissance entre lui et Zoro, mais il est encore confirmé que sa force est équivalente à l'épée. Sa force est équivalente à celle de Zoro. A-t-on besoin de cet élément pour savoir que Sanji est égal à Zoro? En vrai, de vrai, ouais, 2 plus 2 égale 4, quoi, c'est pas... Piste de l'équipage et que c'est la raison pour laquelle il est considéré à Tu viens de prendre une clim, tu savais que Sanji est équivalent à Zoro. Ça fait 10 ans que je dis Sanji est égal à Zoro. La véritable problématique, le livret A, source le livret A. Non, la véritable problématique, c'est que Zoro s'entraîne à H24 et que Sanji ne s'entraîne pas et qu'il fait des cocktails. Et oui, ça donne surtout du crédit à Sanji qui est un véritable malade mental et qui est un génie. Mais bon, c'est comme l'acquis des rois de Sanji. Moi, j'en parle, putain, la vidéo a 10 ans maintenant, on ne se refait pas. Hein. C'était Zoro et Sanji ont le acquis des rois, c'est les deux. On dit non, n'importe quoi. Puis Zoro acquis des rois, oui, mais c'est évident. Mais pour Sanji, c'est de la merde. Et quand il y aura Sanji, oui, mais c'était évident. Bon, on a l'habitude. On a l'habitude. ses côtés comme les ailes du roi des pirates. Mais l'autre problématique, c'est Sanji. S'il avait gardé le Red Suite, bah là, du coup, il serait plus fort que Zoro. Ils sont équivalents actuellement, mais s'il ne détruit pas le Red Suite, hein? Les ailes de Luffy. Alors en vrai, c'est pas une nouvelle information de fou, même si certains en doutaient encore. Sanji est bien supérieur au moins à Jinbei. Et ce... Ouais, c'est bien. Dans le livret A, on nous dit qu'il a la puissance de Zoro. Voilà, quoi, c'est pas... Hein. Malgré une prime plus basse. Pour son rapport... C'est vrai qu'il y en a plein qui m'ont dit pourquoi t'en as pas parlé et tout. Bah parce qu'en fait, je sais quoi, c'est pas, t'as pas besoin de ça quoi. De puissance avec Zoro, je donne toujours un avantage à ce dernier, mais il est aujourd'hui trop léger pour vraiment en distinguer. Tu sais, le truc, c'est que quand je parle du Doriki et que je dis le premier et le deuxième, on me dit ouais, mais non, mais Doriki c'est pas ça, parce qu'en fait c'est la force, c'est parce qu'en fait c'est Oda, c'est à l'époque. Mais en fait, c'est parce que vous comprenez pas que c'est dans une logique d'écriture par rapport à l'auteur en fait. C'est simplement un schéma qu'il utilise. Après. Bon, il y en a qui pensent qu'en fait Zoro il vaut 3 Sanji. Ouais, bah écoutez, si vous voulez, hein, après 2026, on en a plus rien à foutre quoi. Au bout d'un moment, tout le monde est censé être au courant. Après, si pour vous Zoro est beaucoup plus fort, bah il est beaucoup plus fort, c'est tout. Hein. Sanji et Zoro, ce sont officiellement les ailes du futur roi des pirates. C'est comme Gaban et Rayleigh, voilà, Gaban, Rayleigh, même niveau, c'est comme ça quoi. C'est pas. Après, vous sous-estimez les deuxièmes commandants, bah continuez à les sous-estimer, c'est pas. Hein. Les deux combattants les plus puissants épaulant Luffy dans sa quête du One Piece. Sans lien avec Sanji, parlons un peu de cette page finale du chapitre 1121. On y retrouve tous ceux considérés comme les prétendants sérieux à la découverte du One Piece avec une étrange silhouette sous dragon. J'ai vu beaucoup de gens douter et se poser aussi des questions sur l'identité de ce perso. Dans ce livret, il est confirmé que c'est... Dans le livret B, il est écrit que... Bien Shamrock. Dans le livret Bleuzaï. Puisque tous ces personnages sont à nouveau représentés, mais cette fois-ci, Shamrock apparaît bien avec la Kazucha. Tiens, Shamrock. Titre 1134, lorsque Gunko et lui se sont téléportés dans le château d'Elbaf. Voilà, donc si vous aviez un doute, plus besoin d'en avoir. Après, honnêtement... Gunko et lui se sont... Dans la double page, hein, je vais être totalement... Kuzan, qu'est-ce que tu fous là, Kuzan, quoi? Il y avait pas un personnage plus intéressant à mettre que Kuzan. C'est mon petit Kuzan et tout, hein. C'est maintenant, commandant et tout, voilà, on aime bien. Commandant de l'horrible barbe poire, voilà, pas de problème. Il y avait pas mieux que Kuzan. Kobe, à la limite, je peux comprendre. Kobe, voilà, on souffle, mais bon. Kuzan, en vrai, même Akainu. Bah vas-y, Akainu, tu dis amiral en chef, vas-y, tu dis il y en a qu'un. Vas-y. Mais en vrai, de vrai, profite du collectif, là. Sont téléportés dans le château d'Elbaf. Voilà, donc si vous aviez un doute, plus besoin d'en avoir. Maintenant, restons dans le thème du gouvernement et rendons-nous sur Marie-Joise, car là, les révélations sont croustillantes. On y découvre par exemple les multiples croquis de la famille Figarland, notamment les différents prénoms qu'il a eu pour Garling avant d'arriver à celui-ci. On peut surtout noter qu'à nouveau, Oda déclare que Garling et les Chevaliers Divins joueront un rôle important pour la suite. On va finir par y croire, en espérant que Garling soit un petit peu moins scandaleux que sur God Valley il y a 38 ans. Restons dans le domaine des dragons célestes, car ça va commencer à révéler des trucs pas dégueux du tout. Déjà, Oda donne un plan aérien de Marie-Joise, chose qui, je dois dire, est assez précieux, puisque contrairement à toutes les autres îles de One Piece, jamais Marie-Joise a été vraiment présentée dans son ensemble. Même si c'est un peu fouillon, nous pouvons donc distinguer le château Pangea, avec en face la ville des dragons célestes. Ce sont des parties... Ouais, donc en fait, ils ont mis un peu comme dans les magazines. Vous voyez, dans les magazines, Oda
pour certains magazines, transmet des croquis, des trucs de l'époque et tout. Mais le problème, c'est que les infos des magazines, plein d'articles écrits par les fans. Et donc en fait, certains utilisent le fait qu'il y ait les croquis d'Oda pour dire, oh, regardez, les magazines, c'est important. Mais des articles, je me demande comment ça peut être validé, quoi. C'était qui le rival de Zoro déjà? Cavendish. Ça a dit que genre Cavendish, c'est le grand rival de Zoro. Ça vient d'où? Qui a décrété que Cavendish était le rival de Zoro? Quel fan fou a écrit cet article de malade? Depuis quand Cavendish, c'est le grand rival de Zoro? J'ai pas compris le truc. Il y a Law, c'est le rival de qui déjà? J'ai oublié Law. Mais ouais, des fois, tu comprends pas. Que nous connaissons plutôt bien, grâce aux événements de la rêverie, là où nous découvrons des choses. Les liqueurs. C'est dans la partie derrière le château de Pangea, un coin que nous n'avons jamais vu. Les liqueurs. En prison. T'imagines, tu finis en prison. Oui, Chopper et Law. Ouais, voilà, ouais, Chopper et Law. Ouais, non, mais n'importe quoi. Complètement fou. Dans le croquis d'Oda. Toc, toc, toc. Monsieur, la bleusaille. L'évêque suprême de Akide. Roi. Monsieur, ouvrez la porte. On sait que vous êtes là. On sent une mauvaise odeur. Il mentionne une zone s'appelant le désert rouge. Cette partie serait simplement la partie vide de Redline. Ouais, en effet, Redline n'est pas qu'une simple montagne pointue où le gang de la bleusaille. Marie-Joise est habitable. Bien au contraire, hein, il faut croire que Redline est un continent avec de grandes zones de plat s'étendant sur des centaines, voire même des milliers et des milliers de kilomètres. Hein. Ça fait littéralement le tour du monde. Hein. Ce qui signifie que Marie-Joise n'est qu'un point isolé au milieu de cette montagne rouge et que d'autres civilisations encore inconnues, voire même des restes de Lunariens, peuvent joncher ce continent. Bah ouais, comment et pourquoi King a-t-il pu voir le jour si tous les Lunariens, habitant autrefois, je le rappelle, au sommet de Redline, à l'emplacement actuel de Marie-Joise, ont disparu? Peut-être car une partie de leur clan a migré plus loin sur ce continent, dans le fameux désert rouge. Ou alors il y avait qu'une famille et ses parents sont morts. Ouais, mais après ça date. Le clan s'est éteint logiquement il y a longtemps. Ça c'est une bonne question, bonne problématique, ouais. On est aujourd'hui dans ce croquis. Toujours dans cette page dédiée au gouvernement mondial, deux visages vont attirer notre attention. Le premier est possiblement, et je dis bien possiblement, car nous n'en avons pas la certitude, Kinderella, femme de Waypol. Bah oui, même coupe, oui. La seule chose qui peut nous faire penser ça, c'est le texte à côté de ce visage, le pointant directement, et disant « Waypol, qui malencontreusement était témoin de la tragédie du roi Cobra et des ténèbres de ce monde, en prenant part à la fuite de Vivi, le voilà emporté par les remous de l'histoire. » Vu qu'il a abandonné sa femme après avoir vu les démons du gouvernement, donc le Gorosei est ému, il n'est pas impossible de penser que ce soit un croquis de sa femme. Ouais. Ça correspond un petit peu au niveau de la coupe et des yeux, mais après, c'est quand même pas très très fameux. Si le doute persiste, c'est précisément parce que il y a un deuxième visage, hein, et je parle bien évidemment de celui-ci. Déjà, il représente un personnage qu'on n'a jamais vu, vraiment en tout cas. Si on le compare au croquis du dessus, il peut vite faire penser à Cobra avec les mêmes sourcils, mais il paraît quand même... Cobra, il est parti demander une audience aux politiciens. Il a dit, ouais, on a quelques notions en économie, il y a quand même beaucoup d'argent qui part. Est-ce qu'on peut un peu redistribuer les richesses? Est-ce qu'on peut voir un peu les comptes? Est-ce qu'on peut faire un truc? Ça a dégainé, 5 guns. 5 guns. Après, il y a le diable qui est venu. Le diable, il lui a dit, comment ça, t'en as marre de payer? Allez hop, je te tue. Formidable. Le GM dans toute sa splendeur, hein. Bien plus jeune. Et surtout, les textes environnants, bien que très mal écrits et laissant une grande possibilité d'erreur, pourraient former la phrase suivante. Le péché d'Alabasta est que la jeune reine ait libéré les poneglyphes à travers le monde. C'est Imo qui l'avait dit à cause de... Ouais. Bon, on est au courant, ouais. Ce qui est pour le coup assez précis avec les révélations du chapitre 1085. Tout à fait. Imo révélait que Lily, la reine d'Alabasta du siècle oublié, avait commis un crime ou une erreur qui a été de libérer et disperser les poneglyphes aux 4 coins du monde. Donc si la femme représentée ici, là, à droite, serait Lily dans sa jeunesse et non Vivi, alors qui serait le personnage, celui-là, là? À qui correspond ce faciès et surtout pourquoi ce suspense, Goji? Il y a un monde où c'est un brouillon du visage d'Imu. Voilà. Comme je l'ai dit, ça semble pas être Cobra, ce n'est pas non plus un autre membre du gouvernement puisque cette partie est destinée... En vrai, pourquoi pas. Après, c'est quand même le personnage que tout le monde a envie de voir, en fait. C'est vraiment le visage le plus attendu. Je sais pas, est-ce qu'Oda mettrait des indices avec, je sais pas, peut-être. De Lily et à la haine qui mure envers elle. Donc ce visage pourrait être celui du petit frère de Lily, à qui elle a confié Alabasta, ainsi que la lettre qui sera héritée par Cobra des siècles plus tard. Ou alors,
Ce visage est celui d'Imu, il y a 800 ans. Encore une fois, on répète, il n'y a aucune certitude, surtout que les yeux d'Imu sont plutôt ronds, là où ceux du visage du croquis là sont en demi-cercle. Mais aussi, il faut préciser qu'on ne sait pas ce qui a pu se passer chez Imu depuis tout ce temps. Est-ce que tout son corps a changé pour devenir celui qu'on connaît aujourd'hui, mais était autrefois le croquis révélé dans ce livret? C'est une possibilité, en tout cas, peu importe de qui il s'agit, il ou elle a de l'aura. Vraiment, faut le dire. On arrive à ma partie préférée, les gears de Luffy. J'adore les gears. Vraiment, je trouve qu'Oda n'aura pas pu trouver mieux comme transformation power-up pour son personnage principal, et il y a tellement de subtilité dans celle de Luffy que c'est toujours un plaisir de les analyser. Et si vous êtes dans le même cas que moi, vous ne serez pas déçus, Oda fait des révélations incroyables qui concernent les meilleurs gears en plus de ça, le Snake Man et le Gear 5. Nous découvrons que les croquis du Snake Man étaient aussi les prémices de l'éveil de Luffy dans sa forme Nika. C'est ma forme de cœur. On a tous une forme de cœur. Moi, le Snake Man, j'ai trop de souvenirs. Là, tu peux me dire nostalgie et tout. Oui, si tu veux. Je n'ai pas peur de le dire. C'est de la nostalgie. Oui. C'est des fois, il y a des gens, ils te donnent un avis et tout. Tu leur dis, ouais, nostalgie. Le mec, il dit, non, pas nostalgie. Si, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, c'est la nostalgie. Exactement. C'est les émotions que me procure cette foutue forme. C'est le contexte de l'époque, un contexte très particulier. Ah non, c'était formidable. Ah, c'est ma forme de cœur. J'ai pas de... Ah non. Puisque lors de la... Après, évidemment, le Gear 5, c'est un truc de malade, mais Snake Man, c'était trop formidable. Quand il a dégainé, ah non, c'était fou. La création de cette forme du Gear Force, Oda commençait à dessiner les traits propres à Nika avec ses sourcils très caractéristiques ou des muscles libres et malléables d'après ses propres propos. Donc ce n'était pas pour rien que le Snake Man était la dernière... Oh, Samuel. You. Moi, c'est le Tankman. Oh, Samuel. You, tu vois, You, on a dit, tout le monde a une forme de cœur et tout, mais t'as vu comme t'abuses. Tankman, You. Dernière transformation. Ah, je rigole, en vrai, c'est... je rigole. Il manquerait plus que je te dise, non, n'importe quoi, non, je rigole, c'est ta forme de cœur, Mais Samuel quand même, quoi. Avant le Gear 5, Oda commençait déjà à teaser la forme finale de Luffy. Mais là où ça devient trop... Alors moi, mon combat préféré de toute l'œuvre, c'est Luffy contre Arlong. Oh, Samuel. Trop intéressant, c'est ce croquis-là. À l'origine, ou du moins dans l'une des idées d'Oda, le Snake Man devait être une forme de Luffy entièrement recouverte du haki de l'armement, exactement comme Vergo. Pas seulement, ses cheveux devaient être aussi... Oh là là, Théma. Putain, avec le croquis et tout, on dirait vraiment un monstre. Beaucoup plus long et hérissé, c'est un ce qui va cauchemar, sans doute, le truc. j'espère, vous rappeler les designs de Chebek et de Dragon. Surtout Dragon pour le coup, hein, comme vous pouvez le voir dans ses croquis, les cheveux du Snake Man sont vraiment beaucoup plus longs qu'ils ne le sont dans sa version finale. Je pense que c'est aussi un désir d'Oda de se rapprocher de l'apparence originale de Nika qui semblait dans la représentation des mythes d'Elbaf. Ah ouais, il dégaine. Regardez comment il tient l'épée. Théma, il le tient comme un poignard. Être très chevelu, rappelons indéniablement aussi le style capillaire de Kalgara, un chandier ressemblant déjà beaucoup à Nika, avec son pagne et sa lance. Bon. Kalgara, niveau Yonko. Putain, les émotions. Vous vous rappelez Kalgara, niveau Yonko. Et quand même, on en parle du haki de l'armement revêti intégralement sur le corps ou pas là? Parce que... La théorie Xebec, c'est Dragon et Garp a adopté Xebec. Oh putain, la théorie de malade qu'on avait eue. Vous vous rappelez? Xebec, c'est Dragon et Garp l'a adopté. Ah ouais, les émotions, c'est grave. J'imagine que certains ne le savent vraiment pas, mais à l'époque, avant même que le Snake... C'était Kalgara et qui niveau Yonko déjà? Norland? Ouais, Kalgara et Norland, ouais. Snake Man soit dévoilé, et quand on théorisait sur le potentiel Gear 5 de Luffy, qui n'était qu'une théorie, hein, on avait des attentes qui revenaient souvent, comme par exemple une forme plus simple et normale que le Bandman, qui était assez déformé, mais surtout un Luffy entièrement recouvert de haki. Cette théorie était beaucoup alimentée par l'utilisation du haki de Vergo et Pika. Ils le revêtissaient sur absolument tout le corps, ça augmentait leur résistance, leurs dégâts. Forcément, après une utilisation si nouvelle et unique du haki, on ne pouvait qu'imaginer un Luffy faire de même. C'était une logique, vraiment. Moi, je doutais pas à cette théorie, quoi. Bon, elle aura mal vieilli, puisque le Gear 5 est son parfait opposé, pas un brin de haki sur le corps et d'une simplicité remarquable, mais ces croquis prouvent bien qu'il y avait une possibilité. Il y a eu une idée de la part d'Oda. Un Gear à l'apparence très diabolique et monstrueuse était envisagé, et ça avait l'air de rendre incroyablement bien, même si je ne changerais la forme Nika pour rien au monde. Et justement, en parlant de Nika et des croquis du Snake Man plus bestiaux que jamais, pouvons-nous nous poser 5
minutes et imaginez une autre forme du Gear 5. Non, parce que le Gear Force avait le Bondman, le Tankman, le Snakeman, tandis que le Gear 5 n'a pas une seule forme nommée, c'est le Gear 5. Est-ce qu'Oda ne nous cache pas une autre transformation tout en restant dans la catégorie du Gear 5? Parce que, pour être honnête, je peine à croire que Luffy ne dévoilera pas de nouveaux atouts, alors que les plus grands combats qu'il aura à mener sont à venir dans les prochains arcs. Les démons du gouvernement, Barbe Noire, tout ça, ça va lui demander de nouveaux power-ups, c'est évident. Et si ces nouveaux power-ups prendront place dans le Gear 5 de Luffy, je pense quand même que nous verrons une nouvelle forme. L'éveil des Zoan, c'est être possédé par l'animal du fruit, or, et comme nous l'avons vu, il se peut que le Nika original, avec beaucoup plus de cheveux que lui, qui nous a été montré par Uzu. Donc la réflexion est simple et logique, plus Luffy va gagner en puissance et en maîtrise de son éveil, plus son apparence va se rapprocher du Nika originel, celui d'Elbaf, peut-être avec ses longs cheveux, les mêmes dessins par Oda dans ses croquis révélés aujourd'hui. Voilà, donc c'est toujours autant un plaisir de découvrir ces petites esquisses là, surtout que même au stade de brouillon dépassé, elles révèlent des choses à Ouais. Et moi, j'ai souvenir d'une esquisse avec Hancock qui était pas mal. Ouais, des fois, c'est sympa. Et puis, des fois, tu vois qu'en fait, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir entre ce qu'Oda avait prévu de faire et ce qu'il te fait à la fin, quoi. Et qui sont encore d'actualité. Et si, dans une parfaite transition, on finissait sur un sujet de Joy Boy et Nika, hein? Toujours dans le livret, 2 informations respectivement dédiées à Joy Boy et Nika me semblent assez importantes pour être relevées. La première, c'est que Joy Boy aurait apparemment vécu des... Comme le clairvoyant. Des fois, tu as des idées, tu dis ouais, je vais l'appeler le clairvoyant, et au final, c'est pas de clairvoyant. Après, vous savez ce que c'est, après, ça se transforme en fait, c'est son véritable surnom. C'est les gens oublient le passage où en fait, c'était une idée de base qui n'a pas été gardée. Et oui, mais bon. Aventures similaires à celles de Luffy et de son équipage et a laissé des traces de son passage aux 4 coins du monde. Alors, rien de bien fou en soi, mais ça permet de confirmer l'idée et l'image d'un Joy Boy naviguant partout sur les mers du globe il y a 900 ans, exactement comme le fait Luffy aujourd'hui, signifiant que lorsqu'un flashback aura lieu pour dévoiler toute son histoire au lecteur, eh bien on risque de découvrir des lieux très connus de One Piece, d'aujourd'hui, mais dans une époque vieille de presque un millénaire. La deuxième chose qui concerne Nika, c'est un texte disant qu'il serait apparu lors des 2 grandes périodes d'effondrement qu'a connu le monde. C'est directement lié au texte sacré d'Elbaf, le Harley, avec le premier et le deuxième monde. Si un doute pouvait subsister dans votre esprit, eh bien aujourd'hui nous avons la confirmation qu'en plus de Joy Boy, qui représentait le Nika du deuxième monde, il y a plus de 800 ans, un autre Nika existait avant lui dans le premier monde. Donc parmi les 3 représentations qu'on a eues de Nika depuis son introduction et en comptant celle de Luffy, voici quel Nika aurait vécu à quelle époque. La question qui restera est la suivante, le Nika du premier monde était-il véritablement le premier Nika, ou était-il lui aussi un homme comme Joy Boy et Luffy ayant consommé le Zoan mythique du dieu soleil, ajoutant alors un autre Nika dans cette liste qui ne cesse de s'allonger? On aura la réponse que lors du flashback du siècle oublié, j'en ai bien peur. Maintenant, aura-t-on un gros flashback? Moi, j'y crois. Maintenant, il y a un monde où Oda... En fait, c'est simple. Vous voyez le flashback d'Oden? En vrai, ou le flashback de Xebec, c'est pareil. Je vois bien un long flashback, mais démarrer avec, en page finale, le GOAT. Genre le patron du flashback. Genre le patron du flashback du flashback d'Oden éponyme, c'est Oden. De Xebec, en vrai, c'est le flashback de Loki, de Harald. Mais en vrai, on se sait, c'est le flashback de Xebec. Boum, Xebec qui est là à la fin. Tu sais que c'est pique. Là, à mon avis, c'est pareil. On aura Joy Boy, peut-être même son vrai nom. Boum, et après, flashback, peut-être le plus long qu'on aura, peut-être même 2 tomes entiers. Oda va nous régaler. Et on arrive à la fin de cette vidéo news, les amis. J'espère qu'elle... il a fini. Il a fini. Bon, écoutez, big up à lui. La grande régalade. Mais oui.